Donc, IBK, ce que je vais faire, je vais poser la question et puis tu répètes avant de répondre. Comme ça, Kader Mais va toi, tu entendre. entends mieux clair, ça. Et après, je vais régler son problème. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu penses qu'on peut restructurer ou Ou comment bien est-ce je sors et puis je reviens, je ne sais pas. qu'on peut commencer à structurer Comment est-ce que tu penses qu'on peut commencer à structurer ou restructurer le secteur informel? D'abord, comment est-ce qu'on peut commencer à restituer le secteur informel? C'est une très belle question parce que d'abord, l'objectif, c'est en sorte que beaucoup de nos partenaires qui évoluent dans le secteur informel puissent se développer. En anglais, on dit upgrade, se développer et venir peut-être se transformer en PME. Comment cela se passe? D'abord, il faut leur expliquer que payer les impôts, parce que généralement, ce qui effraie nos amis de l'informel, c'est le fait qu'ils vont devoir payer les impôts ou déclarer leurs employés devant les structures. Donc, il faut déjà les encourager et leur expliquer que payer les impôts, c'est pas une mauvaise chose. Et aussi, il faut que l'État les aide aussi à se développer. Il faut que les gens commencent à penser un peu plus gros. Tu as commencé une activité, tu gagnes un petit truc, c'est vrai, mais il faut penser à évoluer, à développer un peu plus ce que tu as. C'est là qu'on parle à l'accès au financement. On parle de l'accès au financement, on parle des crédits. Donc, il faut développer cette culture aussi de crédit. Et il faut que voilà, nos banques aussi nous aident. Parce que le secteur informel peut se transformer en PME, ce qui est dans le domaine du privé et peut embaucher d'autres personnes. Et cela aussi va nous aider à réduire le taux de chômage et de pauvreté aussi dans notre pays. Donc, je pense qu'il faut redynamiser d'abord notre économie, voir comment on fait les choses, surtout passer à l'étape de transformation et de distribution. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus à l'étape production. Et beaucoup de nos partenaires du secteur informel sont encore plus la production. Si on se base sur le fait que l'agriculture est le moteur économique de notre pays. Donc, si on passe aux attention, on va avec les petites coopératives, ensuite se transformer en PME, mais voilà, c'est au financement. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Moi, je pense que le financement va jouer un grand rôle. Transformation, distribution, financement. Kader, tu m'entends maintenant ou tu m'entends Ouais, toujours? t'entends maintenant. Tu m'entends? Ok, d'accord. Et Ibrahim de Paris, Ibrahim Koulibaly, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je vais rentrer manger là-bas. Ok, d'accord. Donc, Kader, c'est à ton tour pour comment est-ce que tu penses qu'on peut commencer à structurer ou restructurer le secteur informel? Tu avais commencé un peu tout à l'heure et puis tu as parlé un peu de technologie et tout ça. Donc, comment est-ce que tu penses qu'on peut structurer le secteur informel en Côte d'Ivoire? Le secteur tertiaire, les petits commerces, c'est ça, non? Voilà. Bon. Non. Il y a le secteur tertiaire et puis il y a le secteur informel. Ouais, le secteur tertiaire rentre toujours dans la fiscalité gouvernementale. Le secteur informel, c'est ce qui échappe. Voilà. La femme qui vend une yomi, c'est le secteur informel. Oui, mais voilà. Ok, donc le secteur tertiaire, c'est la partie qui est toujours dans la structure. Enfin, les petits commerces qui sont structurés. La femme qui a un magasin de portable qui a son régime de commerce et tout ça, ça c'est le secteur tertiaire. Mais la femme qui vend la loco au Carrefour, voilà. Donc, qui a plus le besoin de structuration? Le secteur informel a plus besoin de structuration. On va les mettre ensemble pour... Le secteur informel. Non, tu vas les mettre ensemble parce que le tertiaire, c'est un secteur qui existe déjà. C'est l'industrie des services. Tout ce qui est banque, commerce,
Donc, enfin, Puisqu'il y a je ne service. peux pas le restructurer parce que, à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le problème, c'est que c'est comment prendre ce qui est informel pour l'inclure là. et Genre de puis les l'inclure dans soit le tertiaire ou bien dans soit le secondaire. Ok. C'est ça. Donc, c'est ça la vraie question alors. Comment le prendre d'un groupe et le balancer dans soit le tertiaire ou le secondaire. Comment transformer un petit business en PME? Voilà, c'est ça exactement. Voilà. Ouais. Comment transformer les petits business en PME? Ok. Bon, comme je l'ai dit, d'abord, il faut les sensibiliser. Les faire comprendre d'abord qu'ils doivent chercher à s'enregistrer, à établir un registre de commerce et qu'est-ce que qu'ils vont essayer de payer les impôts. Que payer les impôts, c'est un droit civique en fait. C'est le permettre ta contribution vis-à-vis de ton pays. C'est-à-dire, voilà, que bon, tes impôts, on va expliquer aussi que tes impôts vont nous permettre de faire ça, de faire ça. Mon frère, actuellement, c'est chaud, c'est vrai. Donc, on veut faire ça. Donc, tes impôts que tu vas payer, ça va aider à faire ça. D'ici 5 ans, tu n'auras plus besoin d'aller hypothéquer quelque chose pour avoir accès au crédit. Donc, il faut d'abord mobiliser tout le monde à s'enregistrer. Réduire peut-être les coûts d'enregistrement, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas si c'est petit là, c'est combien. Et Ibrahim Karamoko, peut-être tu peux savoir si c'est peut-être moins cher actuellement, en tout cas, je sais, de s'enregistrer, de les motiver à légaliser leur activité en fait. Parce qu'ils vont gagner beaucoup en venant dans le formel plus que l'informel en fait. Le fait que voilà, tu deviens légal, ça te permet l'accès au financement. Puisque on va aussi demander à nos gouvernants de penser à une fluidité d'accès au crédit, en fait, un accès facile. Parce que c'est donc, je peux penser que nos gouvernants ont fait la remarque et ont une envie d'impacter ce secteur et d'avoir un accès facile au crédit, permettre l'accès au crédit de la jeunesse, mais ils rencontrent des difficultés parce qu'on sait que le taux de bancarisation dans toute l'Afrique de l'Ouest est vraiment faible en fait. Donc là, il faut que tout le monde se lave les coudes, se mette la main dans la main pour que, voilà, pour que et on puisse trouver des solutions faciles en fait. Donc, moi, je pense que ça, c'est un point. On a déjà dit, il faut les motiver à avoir accès au digital parce que le digital est très important dans tous les secteurs en fait. Donc, c'est ça. Ces 2 points, moi, je pense que c'est quand même important. Oui. Voilà. Mais par rapport même à ça, par exemple, comment est-ce que, comment par exemple chacun d'entre vous essaierait de sensibiliser, comme IBK disait tout à l'heure, par exemple la tante qui vend son aloco ou bien celui qui est dans le secteur informel. Parce que souvent, je donne un petit exemple. Tu vois, souvent, même moi, parce que je travaille dans une agence où je fais analyse de données et aussi consultance en digital marketing. Donc, souvent, quand on a un business owner qui est un vieux père qui a fait son business de la même manière depuis 20 ans, et puis maintenant, tu veux essayer de le sensibiliser ou bien tu veux essayer de le convaincre de commencer à utiliser Facebook ou bien de commencer à utiliser tous ces trucs-là qu'il n'a jamais utilisé ou souvent même il ne veut même pas en entendre parler, alors que c'est de ça qu'il a besoin pour peut-être avoir un peu plus d'yeux sur son business et tout ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais ma question, c'est
comment est-ce que vous pensez qu'on peut sensibiliser, par exemple, ces businessmen qui sont dans le secteur informel à se clarifier ou bien à se régulariser, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, et ceux qui refusent, et ceux qui préfèrent rester dans l'informel parce qu'ils gagnent leur pain plus facilement et aller faire tous ces documents, tous ces papiers-là, ils trouvent que ça va les empêcher peut-être d'être plus productifs ou bien de gagner leur pain. Donc, comment est-ce que vous alliez ou comment est-ce que vous pensez qu'on peut les sensibiliser? Moi, je pense que c'est un travail qui doit être fait dans les collectivités territoriales. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache utiliser nos ressources. Mm-hmm. On a des sous-préfectures, des préfectures, des mairies, des conseils généraux, mais on ne sait même pas quelle est l'utilité. Normalement, tout ce travail de sensibilisation, ça se fait au niveau des mairies. Le maire qui administre une commune, je crois que dans les marchés ou bien sur les places publiques, il collecte des taxes. Moi, j'ai grandi dans un environnement où je voyais les agents de la mairie venir prendre 200 ou bien 100 francs sur les tantis qui faisaient l'informel. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ne pas sensibiliser ces commerçantes-là sur l'importance d'enregistrer leur activité économique pour que ça puisse être comptabilisé, pour que ça puisse créer des emplois et pour que ça puisse être structuré. Ils ne le font pas parce que il y a deux choses. La corruption, parce que quand ils le font comme ça, cet argent qu'ils prélèvent sur les gens, personne ne sait. Il n'y a pas vraiment une comptabilité ou un audit pour confirmer vraiment combien est collecté dans ces quartiers-là et à quoi ça sert. Donc, c'est des petites caisses noires qui dont les mairies bénéficient. Il y a ça, et puis il y a l'autre problème aussi, c'est que ils se disent, bon, il y a un système qui existe. L'axis typiquement africain, on ne va pas penser à le réformer parce qu'on s'y plaît là-dedans. Donc ça déjà, c'est des choses que les populations, lors des prochaines élections locales, c'est des choses qu'on doit tenir responsables nos autorités. Un candidat qui vient dans une localité, qui veut être maire, il ne faudrait pas que ça soit la politique qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu vas faire pour la commune? Et dans ce que tu vas faire la commune, il faut que les candidats soient à même de dire, moi, mon projet, c'est de régulariser et c'est de restructurer tout ce qui est commerce, tout ce qui est service dans la commune. Pour que celui qui peut-être vend son petit pain ou bien, enfin, ses petits beignets sur la route, si on a créé un entrepôt dans un marché ou bien dans une grande voie de la commune et que toi, tu es locataire de ce entrepôt-là, que tu payes par mois, on sait combien tu vas être rémunéré. C'est-à-dire ton nombre de recettes. On a une idée. On sait aussi si tu as besoin d'aide, ce que tu gagnes pour pouvoir te venir en aide. On sait qui tu emploies. Ce que tu emploies là, on a aussi le fichier là-bas. Mais tout ça là, c'est l'économie à la grande échelle qui va en bénéficier. La population en bénéficie parce que si la tante en question emploie des jeunes filles pour faire le ménage, mais ces jeunes filles qui font le ménage là sont payées. Si on emploie quelqu'un pour venir faire le service, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici serveur, serveuse, mais ces gens-là, ils auront droit à quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on régularise et on restructure un peu une économie au plus bas niveau. Et puis, progressivement, ça monte. Donc, une fois que, je pense, une fois que, bon, on se débarrasse de cette gangrène qu'est la corruption et puis qu'on essaie de sortir de notre zone de confort pour pouvoir restructurer et puis s'imposer d'autres défis, je pense que c'est possible.
Ouais, ouais, je vois un peu. Il y a... Ibrahim, il y a une question. Ouais, Il y a ouais. une question pour toi en bas. J'ai dit, il y a une question pour toi en bas. Je vois, il y a Youssouf qui demande que va faire l'État pour eux s'ils sont régularisés. Je Bon, pense que c'est on a plus cette dans... fâcheuse Oui, c'est peut-être c'est la habitude, question qui se pose en fait. Oui, voilà, vas-y, vas-y. cette fâcheuse habitude de toujours se demander que fait l'État pour moi. Mais on se Tu pose fais jamais quoi la pour question, moi? qu'est-ce que je fais pour le pays ou bien qu'est-ce que je fais pour l'État? C'est ça. Pardon? Pays Ça, c'est un normal. droit, ça, c'est un devoir civique en fait, payer tes impôts. Voilà, parce que dans un pays normal, pour que tu aies des droits, il faut que tu accomplisses tes devoirs. Si tu crées un business et que tu prêtes tes impôts, les impôts là, c'est l'une des sources de revenus les plus importantes d'un État ou bien d'une collectivité. Ces impôts-là, ça peut permettre la construction d'infrastructures, ça peut permettre au financement de certains projets, ça peut permettre à beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour un exemple, il a posé la question de savoir quels sont les avantages d'avoir cette régulation dans l'informel. Pour un exemple, le gars qui vend son attentif, peut-être qui vend son attiqué poisson au quartier. Mais s'il n'y a pas de régulation, est-ce qu'on peut savoir exactement combien est la recette de cet anti et comment est-ce que cette recette-là est, disons, redistribuée en termes de coûts et en termes de bénéfices? Bénéfice, c'est ça, non? Profit, c'est ça. Profit, c'est ça qui est bénéfice, en termes de bénéfices. Bénéfice, Donc, oui, oui. qui est assise là-bas, qui a son petit coin à checker, peut-être elle emploie 2-3 personnes. Mais s'il n'y a pas de régulation, on ne peut pas savoir combien elles paient ces personnes-là. On ne peut pas savoir si même ils travaillent gratuitement, dans quelles conditions. Parce que c'est un travail qui se fait. L'attentive vend son attiqué poisson, elle a des revenus. Mais dans ces revenus-là, il faut qu'elle paye pour ceux qui y travaillent, pour ses employés. Mais s'il n'y a pas de régulation, on ne peut même pas savoir si ces employés sont effectivement payés ou est-ce que ce qu'ils reçoivent là, c'est conforme aux lois du travail en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un service de revenus moyen. Mais tout ça, on ne se pose pas la question. Après, on s'étonne qu'on dise ah, je suis ici, on m'exploite, on me paye 1000 francs, 10 000 francs. Mais c'est parce que ce que tu fais là, on ne sait même pas la personne qui t'emploie là. Qu'est-ce qu'elle gagne? Pour pouvoir savoir si ce qu'elle gagne peut permettre de te payer. On ne sait pas. Donc, ça, déjà, le premier avantage, déjà, c'est au niveau des employés qui travaillent dans ces genres de systèmes-là. Et puis le deuxième, quand tu régularises ton travail, mais au cas échéant, si quelque chose t'arrive, tu peux avoir une protection. On ne sait jamais. Bon, tu es assis sur la route ici. Quelqu'un vient, je ne sais pas, catastrophe naturelle ou bien accident. Soit il pleut, ou bien quelque chose se passe, tout ton coin est inondé, ou bien il y a un accident, quelqu'un vient te cogne, ou bien il vient casse ton truc. Comment tu fais pour pouvoir être indemnifié? Ton argent est parti cadeau, comme on le dit. Parce que tu es dans l'informel. Alors que si tu es régularisé, tu payes tes impôts. Tu peux avoir droit à des subventions, tu peux avoir droit à des assurances. Parce que tout ça, là, en fonction de ce que tu génères, tu peux avoir une portion qui va soit partie dans l'assurance ou bien qui peut être considérée pour dire, bon, OK, tel business, puisque leur chiffre d'affaires est inférieur à telle somme, ils ont droit à telle subvention en cas de catastrophe naturelle. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, quand on finit tout ça, en termes d'agrégat, on va se rendre compte que ces activités que tu générais dans ton quartier, qui n'étaient pas rentabilisées ou comptabilisées au niveau local pour que ça devienne national, mais tout ça, c'est pris en compte. Mais c'est la production totale du pays qui augmente. C'est les recettes fiscales qui augmentent. C'est un taux de chômage qui baisse parce que ces gens de personnes là sont employés.
on ne peut plus les considérer comme des chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, si on va dans un foyer et qu'on demande à X ou Y, ils vont te dire, au lieu de dire, ah, moi, je me débrouille. Il va te dire, ah, je suis employé dans tel commerce. Si c'est peut-être un restaurant, c'est maquis, ivoire, tant. Je suis employé là-bas, voilà comment je paye. Ça peut ne pas être son contrat de rêve. On peut considérer comme un sous-employement, mais ce n'est plus du chômage. Donc, voilà les avantages de la régularisation. Right. Je vois. Et l'élément Youssouf a un follow-up encore et demande, je pense que il sait what's the protection, is it guaranteed, can they bail me out in case I have a problem? Je pense que c'est plus par rapport à quand tu disais que s'ils sont régularisés et que quelque chose arrive. Voilà, je vais prendre l'exemple d'ici aux États-Unis, par exemple. Avant d'ouvrir un business, et tout ça, c'est ce qu'on parle de régularisation. Tu te lèves, tu vas au Secretary of State pour avoir ce qu'on appelle ton registre de commerce. Quand tu as ton registre de commerce, on te donne un numéro. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le Employer Identification Number, EIN, qui est un peu le Social Security Number pour les services. Tu vois un peu? Donc, avec ce numéro-là, la collectivité te permet d'avoir des avantages. Des avantages que tu choisis. Si tu veux de l'assurance, on va te dire, voici les plans, voici ce que tu dois payer. Mais, puisqu'ils ont accès à tes données, puisqu'ils ont accès à ce que tu gagnes, ils ont accès à tes chiffres. Si aujourd'hui tu as un problème, que tu as besoin de financement, tu as besoin d'aide, tu peux aller avec tes documents, souvent même tes tax returns, pour montrer ce que ton business génère en une année. Et eux, ils ont ce dossier-là, ils regardent pour dire, ah, ce gars-là, dans cette année-là, il a généré $5,000, il a généré $10,000. Mais s'il a un problème ici, voilà les assistances que nous offrons. C'est ce qui se fait ici. On n'est pas encore à ce stade-là en Côte d'Ivoire, mais comme on le disait auparavant, c'est un début. Parce que tu ne peux pas espérer avoir de régulation s'il n'y a pas un système qui est mis en place pour tout contrôler, pour faire le suivi. Donc, ça va commencer par là d'abord. Une fois que tu as créé ce système et que tu décides de régulariser tous ces business-là, mais ces business-là, en fonction de leurs recettes, en fonction des communes, en fonction des collectivités, auront droit à leurs avantages qui seront présentés. Par exemple, ici, par exemple, un gars qui est dans un comté qui a moins d'habitants et moins de ressources ne peut pas avoir les mêmes avantages ou bien les mêmes protections sociales comme un gars qui a son commerce dans une grande ville avec beaucoup d'habitants et beaucoup de ressources. Donc, c'est comme ça. Je vois. Et Ibrahim Karamoko, tu vas ajouter quelque chose, réaction ou réponse à la question? Ou ta réponse à la question? La chose la plus simple à faire, c'est de montrer à ces gens qui sont dans l'informel là qu'ils peuvent gagner beaucoup plus s'ils quittent dans l'informel. C'est de dire à la femme qui vend la loco ou bien le gnomi, le baka sur la route là, que ma tante, ce que tu gagnes ici là, c'est petit comparé à si tu fais un restaurant bien structuré avec des serveuses et un service plus agréable. Tu vas gagner beaucoup plus en faisant ça que si tu restes ici à te mettre en danger. Une fois qu'elle comprend qu'elle peut faire beaucoup plus que ce qu'elle fait maintenant, ce qu'elle va payer à l'État, ça sert à rien comparé à ce qu'elle va gagner. Ouais. Il faut leur montrer que voilà, ils peuvent gagner beaucoup plus. Parce que c'est ça. Je peux pas, si je gagnais 10,000 au bord de la route, que tu me dis d'aller faire un restaurant, un truc bien situé, et que je vais toi te payer 3,000 francs, et que c'est 10,000 que je gagne, là, il y a un problème. Mais si je vais faire le restaurant
que je vais gagner peut-être 50 000 ou 100 000 et que je te paye 3 000. Tu vois que, voilà, je vais facilement aller faire le restaurant. Je vais leur montrer le bénéfice de, La restructuration, du fait régularisation. qu'ils vont quitter dans l'informel pour aller dans le secteur la régularisation. C'est tout. Une fois qu'ils voient le bénéfice, ça, toutes les autres choses vont venir de soi. Voilà, en plus de ce que Dépaillé, mon frère Ibrahim m'a dit, c'est jeté. Voilà. Ouais. Leur montrer le bénéfice, leur faire comprendre exactement ce qu'ils gagnent, ce qu'ils gagneront plus par se structurer correctement. On a un MAGA supporter ici. Ici là, bro, we're trying to make Côte d'Ivoire great again, man. That's what we're trying to do. MAGA, let's go. Il y a l'élément Youssouf, il laisse pas. Hein. Et Youssouf dit, tu fais ça parce que tu as une garantie que tu auras les avantages. Ma question est, est-ce que ces avantages-là sont garantis en Côte d'Ivoire? En tant que businessman, si je n'ai pas ces garanties, en me régularisant, je ne vais jamais le faire. Donc, sa question, c'est, est-ce que ces garanties-là, les garanties que tu auras, par exemple, quand tu structures ton business avec l'assurance et tout ça, est-ce que c'est garanti? Bon, il ne faut pas qu'on se leurre aussi. Je peux parler? Au jour Je vais répondre d'aujourd'hui, à sa c'est pas question. encore une réalité. C'est plus que garanti. Ah, ok, voilà. Il dit, oui, vas-y, Ibrahim. Ouais, je vais répondre à sa question. C'est plus que garanti. Je vais lui donner des exemples concrets. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Quittons dans le domaine politique et tout ça. Regardons, ouvrons les yeux sur moi et regardons. Les autres, ils quittent dans leur pays, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils commencent tout petit. Je vous donne un exemple. Une femme à Nango, Yoruba qui vient en Côte d'Ivoire. Elle commence par quoi? Un petit commerce de kaolin. Après, tu vois, elle se transforme en quoi? Elle vend quoi? Les assiettes, les petites assiettes, les bouilloires et tout ça. Et après, tu remarques que voilà, elle a ouvert un magasin. Tout business que tu fais, tu mets du sérieux là-dedans, ça va évoluer. La femme qui fait son alloco depuis plusieurs années, là, elle le fait, elle gagne quelque chose. Si elle planifie bien ce qu'elle gagne, si elle est bien structurée, elle peut faire grandir son business et gagner beaucoup plus. Voilà, donc, effectivement, s'il y a le sérieux qui est mis dans ce qu'on fait, on va avoir plus. Il y a tellement d'exemples tangibles en Côte d'Ivoire pour des gens qui ont commencé un petit commerce sur un tablier et après, tu les retrouves en tant que propriétaire d'un magasin. Donc, les exemples sont légion. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait peur de passer d'une étape à une autre. Voilà, donc, mon frère Youssouf, il ne faudrait pas qu'on ait peur de passer d'une étape à une autre parce que c'est pour it's for the greater good. The greater good. Tu vois, donc, ça bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie à tout le monde. La personne qui passe de cette étape à une autre étape, d'abord va gagner beaucoup plus d'argent. Elle va pouvoir embaucher d'autres personnes qui vont, même s'ils ne vont pas devenir riches, mais au moins ils vont quitter sous le seuil de la pauvreté et encore moins même du chômage. C'est déjà quelque chose. En plus de ça, c'est des revenus qu'elle donne à l'État parce qu'elle va payer des impôts. Et c'est tout le pays qui se développe à partir de elle, son business. Donc, n'ayons pas peur d'une étape à une autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé petit avec ils sont allés à une autre étape. Et c'est en Côte d'Ivoire, c'est garanti. Voilà. Je suis beaucoup optimiste quand il s'agit de la Côte d'Ivoire parce que j'ai eu beaucoup d'exemples de personnes que je connaissais qui ont commencé tout petit et aujourd'hui, voilà. Je ne dis pas que personne n'a échoué, mais quand je fais un ratio pour les gens qui étaient sérieux dans leur business, c'est plutôt satisfaisant. Voilà. Ouais. Donc,
c'est garanti et je suis d'accord avec ce que tu dis, commencer petit et y arriver. Maintenant, pour répondre à la dernière question de Youssouf, et puis on va aller à la dernière partie, il demande si, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a expérience en investissement ou fait le business en Côte d'Ivoire? Bon, oui, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a expérience en investissement ou faire business en Côte d'Ivoire? Bon, je pense pas vraiment, mais je pense que chacun peut répondre rapidement en quelques secondes et on va passer à la dernière partie. Bien sûr, comme je l'ai dit, je connais les personnes qui ont commencé tout petit. Moi, je connais une dame qui a commencé à Gagnois, qui vendait sur... Ceux qui connaissent le marché des Gagnois, ils savent bien qu'il y a un étage. C'était un étage, malheureusement, le marché a pris feu. Et le marché a pris feu et malheureusement, ceux qui connaissaient le marché avant savent qu'il y avait un étage. Et je connais une femme qui avait commencé un petit commerce auprès de sa maman, qui a commencé sur les escaliers du marché. Et petit à petit, elle a commencé à voyager, aller dans les villages pour aller vendre sa marchandise. Après, elle a ouvert son magasin. Et après, elle s'est dit, bon, ok, tu sais quoi, je vais me lancer dans les activités de fourniture d'école, fourniture scolaire d'abord. Et elle partait à Abidjan, elle partait acheter les fournitures, elle vient à Gagnon, elle vient reprendre. Après, elle a vu que, bon, voilà, après fourniture, elle a commencé à rentrer en compte. Chez ses clients, la plupart de ses clients, ce sont les gens qui travaillaient dans l'administration. Elle a commencé à comprendre que, voilà, l'administration, elle avait besoin de fourniture de bureau. Et elle s'est investie là-dedans, dans les fournitures de bureau. Aujourd'hui, elle a son entreprise, elle s'en sort très bien. Et il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, qui s'en sortent très bien, qui ont commencé petit et aujourd'hui ils sont grands. Ils ont commencé petit en temps de vendre les portables en détail, les habillages. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui voyagent, qui vont à Dubaï aller acheter, venir vendre. Donc, les exemples sont légion. C'est une question de sérieux qu'on met là-dedans. Voilà. Donc, Ouais. En tout cas, les exemples sont là. Les exemples sont là, comme on le dit. Maintenant, on est à